BFM Business et CB News présentent Hebdocom, Rebecca Blanc-Lelouch. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre rendez-vous médias, pub et communication sur BFM Business. On va parler du MIP TV aujourd'hui qui vient tout juste de se terminer. Quelles sont les tendances pour la consommation des programmes? Catherine Bernard, directrice générale adjointe de France Télédistribution, est notre invitée et on en parle dans un instant avec elle. Netflix annonce des résultats mitigés mais succès tout de même pour son abonnement moins cher avec pub. Julien Casqui nous en parlera un peu plus dans son journal. Et puis pour terminer, entre la fin des trottinettes en libre service ou encore la création d'une voie dédiée au covoiturage sur le périph', les citoyens se sentent-ils assez considérés? C'est notre sondage cette semaine. Harris Interactive l'a réalisé pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme. Hebdocom, ça commence tout de suite. BFM Business, Hebdocom, l'invité média. En plateau avec nous, Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric. Bonjour Rebecca. Alors on va parler du marché de la télé aujourd'hui avec le MIP TV qui vient de se terminer, qui a eu lieu à Cannes en début de semaine. Le 60e marché international de la télé, l'occasion pour faire un point sur les grandes tendances du secteur. Producteurs, chaînes de télé, distributeurs, plateformes s'y retrouvent pour présenter, acheter et vendre des programmes. Et parmi eux, France Télédistribution qui vient de passer un accord avec Netflix pour une mini-série. Catherine Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de France Télédistribution. Vous revenez tout juste du MIP. France Télédistribution, c'est la filiale commerciale de France Télé qui s'occupe de vendre des séries, des films, des émissions en France et surtout dans le monde. Vous allez nous raconter comment ça s'est passé le MIP. Mais d'abord, expliquez-nous quel est concrètement votre rôle au sein d'un événement pareil et comment on passe des accords. Alors, notre rôle à nous, donc France Télévisions Distribution, on est au MIP chaque année depuis la création de France Télévisions Distribution pour y vendre des programmes, pour y vendre les programmes produits par le groupe France Télévisions. Et donc, comment est-ce qu'on passe des accords? On passe des accords désormais, alors il y a pré-Covid et post-Covid, mais depuis le Covid, on passe des accords toute l'année finalement, tout à fait indépendamment des salons, des grands salons. Parce qu'avant le Covid, on attendait le MIP? Avant le Covid, honnêtement, c'était quand même un autre monde. Et notamment, c'était un monde qui était, qui était beaucoup moins bien organisé sur les types d'échanges. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les Teams, les Zooms, etc. C'était un monde où peut-être on était un peu moins sensibilisé aux problématiques climatiques, comme nous le sommes aujourd'hui. Et puis, bref, c'était un monde... Et du coup, il y a moins de monde au MIP qu'il y avait avant ou ça se passe différemment? Il y a deux MIP. Oui, il y a deux MIP. Il y a TV et Com. Mais je dois dire que ce MIP-là, dont on est revenu hier, était certainement bien moins... Parce qu'en fait, il n'y a plus d'enjeux là-bas. Enfin, plus... Alors, je pense qu'il y a parce que ça se fait sur toute l'année. Et quelles sont les raisons de ça? Est-ce que c'est parce que c'est le Covid qui a mis les plateformes? Non, vraiment, ce MIP-là, MIP télé, il y a deux choses. La première, c'est, on vient de le dire, désormais le marché se fait aussi en dehors des marchés, donc en dehors des MIP et d'autres salons. Et puis la deuxième chose, c'est que ce MIP-là arrive à un moment précis dans l'année qui est un peu compliqué pour lui, puisqu'il arrive 3 semaines après Sérimania et 3 semaines avant le Festival de Cannes. Or, sur l'ensemble du marché de la télévision, la fiction a pris un rôle extrêmement important. Donc la fiction, ce sont les séries, dont on parle beaucoup évidemment à Sérimania, et dont on commence à parler aussi beaucoup au Festival de Cannes. Et puis il y avait Cannes Série qui s'est déroulé en même temps. Il y avait Cannes Série en même temps. L'accord que vous avez passé concerne Vortex, la mini-série qui est produite par Quad Productions. Alors, outre la visibilité, quel est l'intérêt de se rendre dispo sur Netflix et pour qui est-ce intéressant? Alors bon, la première chose, je pense que c'est très intéressant pour l'ensemble des téléspectateurs, d'abord, d'avoir accès à ces séries-là formidables. Vortex, c'est une série France Télévisions, qui est une série très ambitieuse et donc chère, et pour laquelle il a fallu trouver des sources de financement complémentaires. Et donc Netflix est rentré dès le plan de financement avec une chronologie de diffusion qui a été discutée avec France Télévisions. D'accord, parce que comme la visibilité dont vous parlez, elle est profitable aux producteurs et un peu moins aux distributeurs, on peut se poser parfois la question s'il n'y a pas des conflits d'intérêts.
Entre producteurs et distributeurs ? Entre, distributeurs et plateformes. Non. Non, alors en vérité, le distributeur que nous sommes, donc un distributeur en audiovisuel, c'est celui qui vend, donc c'est ce que nous faisons, c'est celui qui vend les programmes partout dans le monde. Et donc là, en l'occurrence, le producteur s'est organisé avec son distributeur, donc en l'occurrence France Télévisions Distribution, pour aller l'aider à chercher d'autres sources de financement. Mais finalement, le rôle de distributeur s'est vraiment transformé ces dernières années. C'est-à-dire que le distributeur va aider le programme à voir le jour en allant rechercher des préfinancements très en amont. Donc des financements qui arrivent, comme c'est le cas de Vortex, dès le plan de financement. Donc le distributeur n'attend plus que le programme ait été produit pour aller le vendre, mais au contraire, travaille main dans la main avec le producteur pour faire en sorte que ce programme se vende. Donc Vortex va être dispo sur Netflix à partir du mois de juin. Exactement. Est-ce que la série reste aussi sur France.tv ? Bien sûr. En même temps. Bien sûr. C'est une série France Télévisions et du coup, qui sera... Ça se passe... c'est un produit important pour France.tv. Mais le fait que ce soit sur Netflix par ailleurs, ça n'affaiblit... Ça favorise pas Netflix, ça favorise justement. pas Netflix ou affaiblit France Télé ou rien. Je pense que c'est pas la question. La question, il y a plusieurs choses qui se passent en même temps sur le marché. La première chose, c'est que, donc, on vient de le dire, la fiction a pris une place prépondérante. En 2021, il y a eu plus, je crois que c'est 38% de production de fiction par rapport aux années précédentes. La deuxième chose, c'est que le prix de ces fictions-là explose. Ouais. Donc il y a eu et l'inflation et évidemment la présence des plateformes et la concurrence entre les diffuseurs qui ont fait exploser les prix. Pour vous donner un ordre d'idée, d'abord l'Arcom a fait une communication là d'ailleurs justement pendant le MIP TV expliquant que le prix moyen horaire d'une série aujourd'hui est de 1,2 million d'euros. Donc en l'occurrence 1 190 000 euros, ce qui est énorme. Énorme, ouais. 70%, alors même qu'il y a quelques années, les diffuseurs donnaient à peu près entre 300 et 500 000 euros de l'heure de financement d'une fiction. Aujourd'hui, 70% des financements des diffuseurs vont vers des fictions à plus de 900 000 euros. Si on veut pouvoir s'offrir ces fictions-là, qui sont des séries de haut de gamme, très ambitieuses, eh bien, il est aussi important de pouvoir partager le financement. Donc après, à chaque diffuseur de négocier cette orchestration de la diffusion de façon qu'il lui soit, que ça ne lui soit pas préjudiciable. Et à ce propos, quels sont vos ressentis à chaud, là, au retour du MIP ? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'offres, justement, sur le marché aujourd'hui ? Je ne dirais pas qu'il y a trop d'offres, nous on s'en réjouit puisqu'on les vend, il y a beaucoup d'offres. Alors, il s'est passé plein de choses. Donc d'abord, en effet, je pense qu'en fiction, il y a énormément d'offres, mais c'est une bonne chose. En documentaire, il y en a un peu moins, et ça c'est fort dommage, parce que voilà, ça reste un genre maître qu'il est important de pouvoir garder. Et puis les types de programmes se sont transformés aussi. Donc non, je ne pense pas qu'il y ait trop d'offres. C'est aussi une façon pour nous, Français, de bien vendre, puisque vous le disiez, comment le MIP TV est un marché d'achat et de vente, de bien vendre ces programmes à l'international. Et les programmes français, donc ça c'est quand même la très très bonne nouvelle, se vendent de mieux en mieux à l'international. En 2021, c'est 300... De mémoire, je crois que c'est 376 millions d'euros de recettes de vente de programmes français à l'international. Et justement, sur la consommation de la télé qui a changé, sans grande surprise, la consommation de la télé traditionnelle a baissé au profit de la SVOD, donc c'est la vidéo à la demande. Comment se positionne le MIP à ce sujet-là ? Alors le MIP ne se positionne pas par rapport à cette problématique. Le MIP, c'est vraiment le marché des programmes. Donc ces programmes-là arrivent... Par rapport à avant, qu'est-ce qui a changé ? Il y a plus d'acteurs en fait. Alors il y a beaucoup plus d'acteurs. Alors par rapport à avant, ce qui a changé, c'est que il y a plus d'échanges parmi les acteurs, puisque donc on vient de le voir, il y a de plus en plus de fiction, de plus en plus cher, et donc les financements de ces programmes-là sont de plus en plus internationaux.
Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc certes, on en vend beaucoup, mais les acteurs internationaux rentrent dès le plan de financement. Et en cela, c'est très important aussi d'avoir des salons tels que le MIP pour pouvoir échanger et trouver des solutions de cofinancement de ces programmes formidables. Et alors maintenant que vous y revenez, quels sont les défis à venir pour les mois qui viennent et pour le MIP de l'année prochaine pour France Télédistribution ? Pour France Télédistribution, alors nous on a des... moi j'avoue que j'ai beaucoup de chance parce que je suis adossée à un groupe, France Télévisions, qui finance, il faut le rappeler, 240 millions d'euros par an de programmes audiovisuels. Ça veut dire que, donc, d'abord on parle beaucoup des plateformes de SVOD, mais vous savez, les diffuseurs linéaires que nous sommes sont quand même les premiers financeurs de tout l'audiovisuel aujourd'hui en France. Et parmi ces diffuseurs linéaires, le groupe France Télévisions finance systématiquement à peu près 50% du genre. Par exemple, en fiction, 48% des fictions, 48% des financements apportés par les diffuseurs le sont par France Télévisions pour de la fiction. En documentaire, c'est 51%. En animation, c'est 40%, etc., etc. Donc oui, le groupe France Télévisions a énormément de programmes très innovants qui arrivent et France Télévisions Distribution, croyez-moi, a aussi la chance de pouvoir distribuer ces programmes-là. Pour terminer cette interview, c'est le moment de passer au questionnaire de Julien Casqui. Donc c'est 10 questions en rafale en 2 minutes avec un petit chrono. Et on lance le chrono quand vous êtes prête. Je suis prête. C'est parti pour le questionnaire. Allez, c'est parti. Catherine Bernard, votre programme de télé préféré? Laetitia, de Jean-Xavier de l'Estrade. C'est sur TF1, ça? Non. C'est France Télé. C'est sur France. Votre Madeleine de Proust télévisuelle? Babar. L'avenir de la télé en 3 mots? L'avenir de la télé, ce sont les news, la créativité et la démocratie. Le programme que vous avez le mieux vendu dans votre carrière? À 10%. 3 ingrédients nécessaires à un programme pour qu'il puisse bien se vendre à l'étranger? Le cast, l'écriture et une réalisation innovante. Le programme que vous rêveriez d'avoir dans votre catalogue mais que vous n'avez pas? Si vous devez en citer un. Si je devais en citer un, je demande 1 minute de réflexion. Le format télé, le prochain format télé qui va cartonner en France? Le prochain format télé, c'est certainement un format de flux qui va cartonner en France, dont je ne me souviens plus le nom, mais je vous retrouverai le nom. Netflix, Amazon Prime, ami ou ennemi? Ami. Votre mentor dans les médias? Mon mentor dans les médias, j'ai beaucoup de mentors, j'ai beaucoup de chance. Mais je citerai aussi Takis Kandilis qui était le numéro 2 de France Télévisions, qui est aujourd'hui producteur, et Delphine Ernotte en 3 mots. L'intelligence, la rigueur et la sororité. Et pour finir, est-ce qu'il y a une question qu'on ne vous auriez pas posée pendant cette interview que vous auriez aimé qu'on vous pose? J'aurais aimé que vous me demandiez quel est le programme préféré aujourd'hui de notre catalogue chez France Télévisions. Alors quel est-il? Laetitia. Non, pas Laetitia, on en a beaucoup, mais je vous citerai un film de cinéma que l'on a vendu là et que l'on adore, qui s'appelle Ouistreham, qui est l'adaptation du livre de Florence Aubenas. Qui est l'histoire d'une journaliste. Et qui est l'histoire de Florence Aubenas. Merci Catherine Bernard, vous êtes directrice générale adjointe de France Télédistribution. C'est parti pour le journal de Julien Casqui. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Et on va parler d'une campagne qui fait rire, ou plutôt sourire, celle d'EDF. Et oui, c'est le coup de com' de la semaine, notamment sur les réseaux sociaux. Dans une pub destinée à la presse écrite, on voit une image des pyramides d'Égypte avec cette légende. EDF, fournisseur officiel des pharaons depuis moins 2000 avant Jésus-Christ, évidemment en référence à Maître Gims. Le groupe se moque du chanteur qui a affirmé il y a quelques jours dans une vidéo virale sur les réseaux sociaux que les Égyptiens utilisaient de l'électricité. Une campagne signée de l'agence Australigad. Publicis publie de bons résultats et devient le numéro 2 mondial de la publicité.
Le groupe dirigé par Arthur Sadoun enregistre une croissance de plus de 7% sur un an. Il se rapproche de ses plus hauts historiques en bourse et pourrait même dépasser pour la première fois les 20 milliards d'euros de capitalisation. Publicis est porté par son activité dans la data et le marketing digital. Netflix, lui aussi, a publié ses derniers résultats. Il constate que son offre gratuite avec de la publicité lui rapporte plus par abonné que son offre payante classique aux États-Unis. Le groupe souligne que peu d'abonnés au tarif payant basculent vers le tarif gratuit. Selon des experts, avec la publicité, Netflix pourrait gagner 10 à 20 millions d'abonnés par an, mais c'est 2 fois moins que ses ambitions initiales. Lidl gagne une bataille juridique contre le distributeur britannique Tesco. Un conflit qui porte sur le célèbre logo de Lidl, vous savez Rebecca, avec le rond jaune, vous voyez, sur fond bleu. Lidl reproche à Tesco de l'avoir copié et d'avoir utilisé les mêmes codes lors de la promotion de sa carte de réduction. Tesco annonce qu'il fait appel de cette décision. Balmain et Evian s'associent une nouvelle fois et lancent une collection de vêtements streetwear. Après avoir développé ensemble l'année dernière une bouteille en verre, on y trouve cette fois des sweats, des vestes, des bobs aux couleurs rose et bleu de la mythique bouteille d'eau. Le t-shirt quand même, le prix avec, vous savez, le logo Evian au milieu, 590 €. Voilà. Un peu cher, Frédéric? Non, c'est rien. Pour vous, c'est rien. Je prends note. L'agence de communication V-Com-V publie son classement annuel des meilleurs DIRCOM du CAC 40 et le gagnant est... c'est une gagnante et elle s'appelle Julie Kirchter. Elle nous vient d'Airbus, suivie par Catherine Gros et Frédéric Texier, ex-aequo à la 2e place de Renault, et Jean-Charles Tréant de LVMH qui clôture ce podium. Ce classement se base sur le ressenti de 185 journalistes français et anglo-saxons, tous médias confondus. Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne chouchou, par la campagne validée par Hebdocom de la semaine. Et cette semaine, on a choisi celle de Taguer qui fête ses 60 ans avec Ryan Gosling. Je sais que vous l'aimez bien et pour cet anniversaire, la marque a mis les petits plats dans les grands. C'est un blockbuster du petit écran qu'elle propose avec en égérie, vous l'avez dit, en acteur principal de la pub, Ryan Gosling, et à la production, le réalisateur de Deadpool et de Fast and Furious, David Lutch. Au programme de ce spot publicitaire de plus de 5 minutes, de l'action et de l'humour. Dans une mise en abîme, on voit l'acteur américain terminer une pub pour la montre Carrera de la marque. À la fin de la prise, on lui demande de rendre le produit, sauf qu'il ne veut pas. Une course-poursuite s'engage alors entre lui et la directrice de la production. On la regarde et on l'écoute. Tilt the watch to the light. Cut! Hey, can I have the watch back? Give me a minute alone with it. 60 seconds. Deal? Not a deal. Hey, Ryan, can I have the watch back? What watch? Seriously? Fait définitivement penser à Carrie Fisher. Qu'est-ce qu'il y a, Frédéric Roy ? Je dis, l'actrice me fait définitivement penser à Carrie Fisher. La campagne a été conçue par DDB Paris et sera déployée à partir de la semaine prochaine dans une 40aine de pays en télé, au cinéma et sur tous les réseaux sociaux. Frédéric, on adore cette campagne. Ah oui, c'est vraiment de la bonne pub. C'est de la pub qui, normalement, devrait réconcilier les gens avec la pub, quoi. Merci Julien Casqui pour ce journal. Merci Catherine Bernard, encore une fois, directrice générale adjointe de France Télédistribution, d'avoir été avec nous. C'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Ces derniers mois, la ville de Paris a organisé plusieurs consultations citoyennes pour permettre à ses habitants de donner leurs avis sur différents projets, comme le budget participatif, la fin des trottinettes en libre service ou encore la création d'une voie dédiée au covoiturage sur le périph'. Alors, diriez-vous que l'avis émis par les citoyens au cours de ces consultations locales est bien ou mal pris en compte par les élus locaux lorsqu'ils sont appelés à prendre des décisions ? Réponse, les Français sont plutôt partagés. Courte majorité, 57% trouvent que leur
avis est bien pris en compte. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Pierre Dumazeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé chez Tilder. Vincent Day, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur à Vaste Territoire. Pierre, question simple, pourquoi oui et pourquoi non? Pourquoi oui? C'est un oui qui se divise en deux parties. 50% des personnes sont contentes qu'on leur demande leur avis, aussi directement, même si on sait que ces référendums, notamment pour la ville de Paris, sont uniquement consultatifs d'un point de vue strictement légal. Mais il y a une partie qui est contente et puis il y a une autre partie qui s'estime vraiment écoutée et qui se dit non seulement j'ai donné mon avis, mais il y a des suites politiques à ça. Et puis, ceux qui ne sont pas contents, et on voit qu'effectivement le chiffre, il n'y a pas de majorité nette qui se distingue, ne sont pas contents parce que ils se disent ça sert à rien. C'est toujours dans cette même un petit peu déception politique, c'est un peu le même schéma que les personnes, que les abstentionnistes par exemple, ou ceux qui votent blanc ou ceux qui ne se déplacent pas, qui se disent de toute façon on me demande mon avis, mais on va en faire, ils vont en faire qu'à leur tête, etc. Donc c'est un petit peu une notion de rejet politique. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de majorité forte qui se dégage. Mais aussi d'un point de vue légal, parce que les gens savent que ces consultations sont consultatives justement. Donc légalement, notamment pour les trottinettes, s'il avait été décidé en grande majorité qu'il fallait les maintenir et que la maire de Paris avait fait exactement le contraire, elle était dans son bon droit. Donc ça aussi, ça influe un petit peu sur le manque de motivation parfois pour les personnes de se déplacer. Vincent Day, qu'est-ce qui vient du fond et qu'est-ce qui vient de la forme ? Écoutez, d'abord, je crois que ce n'est pas inhérent à notre système politique. C'est-à-dire que les Français ont compris que c'était avant tout un objet de communication. Si on prend l'exemple de la ville de Paris, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un problème politique et de sécurité publique. Il y a un baromètre qui est sorti aujourd'hui d'AXA Prévention sur le comportement des Français sur la route. 80% des utilisateurs de trottinettes se sentent en insécurité, donc eux-mêmes savent qu'il y a un problème politique. La maire de Paris, elle a fait quelque chose de malin. Elle savait la décision qu'elle avait à prendre, elle savait ce que voulait sa majorité, et elle savait que quand on fait un référendum en France, c'est jamais le oui qui l'emporte. Et donc elle n'a fait que faire un acte de communication, c'est-à-dire faire porter une décision par un tiers. Et donc ce tiers, en l'occurrence, n'était pas un allié ou une autre partie prenante, comme on dit dans notre jargon de communicant, c'était juste le faire porter par les électeurs qui allaient voter. Les électeurs qui allaient voter, on savait qu'ils allaient être contre ces trottinettes. Elle avait déjà prévu son plan. Ultra minoritaire. Frédéric ? Non, le truc, c'est qu'effectivement, il y a d'un côté un pouvoir politique qui, au fond, ne prend pas de responsabilité de communication, et de l'autre, des citoyens qui savent bien que ça ne sert à rien. Alors, il en a pris, mais il l'a fait valider en amont. Oui, d'accord. C'est plutôt malin en tant que communicant. C'est incontestablement malin. Oui. C'est bien fait. Pierre, dans les faits, la ville de Paris a des projets sur la mobilité qui plaisent rarement aux citoyens, en fait. Qui plaisent très rarement aux citoyens, effectivement, mais qui vont dans le sens d'une politique de gauche menée par Anne Hidalgo depuis maintenant 2 mandats. C'est-à-dire que moi, je suis assez surpris. Il n'y a aucune surprise dans ce que fait Anne Hidalgo. Et effectivement, sur les trottinettes, par exemple, elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle a voulu se légitimer ou relégitimer par ce vote-là, tout en fuyant un petit peu une sorte de responsabilité en disant j'applique ce que les Parisiens veulent. Mais effectivement, sur les décisions de mobilité, de toute façon, on ne pourra jamais satisfaire les habitants d'une ville et les travailleurs qui viennent de l'extérieur d'une ville, aussi fermée que Paris, parce qu'on sait que Paris, c'est l'une des seules capitales européennes qui soit aussi fermée, bloquée avec un périphérique. Et il y a une différence entre les personnes qui viennent travailler à Paris et qui en sortent le soir, qui évidemment sont contre les politiques de mobilité menées par Anne Hidalgo, et les habitants de Paris qui sont assez partagés. Mais les personnes qui, par exemple, vivent dans une rue qui va être totalement piétonnisée, d'accord, ils ne pourront pas garer leur voiture dans leur rue, mais ils seront contents parce que leur appartement va prendre de la valeur, parce qu'il y aura moins de bruit, etc., etc. Donc ça dépend d'énormément de paramètres et de qui parle aussi et de qui donne son avis sur cette politique. Vincent, qu'est-ce qui aurait pu être mieux fait dans cette com ?
Moi, je trouve que la com, elle est plutôt bien faite. Ce qui doit être mieux fait demain, c'est comment on intègre ces référendums mieux dans notre culture politique, qui aujourd'hui n'est pas une culture politique dans laquelle on se consulte mois par mois. On se consulte tous les 5 ans, c'est bien le sujet aujourd'hui. On n'a pas cette culture du référendum. Donc, ce qui doit changer, c'est d'abord le fond avant la forme. Là, en l'occurrence, avec la forme actuelle du référendum, la communication a plutôt été bien faite autour de ça, puisqu'on ne fait qu'avaliser une décision qui a été prise. Donc la forme est plutôt bonne. Merci Vincent D. Vous êtes directeur territoire Havas, directeur Havas Territoire. Merci Pierre Dumazeau, vous êtes directeur associé chez Tilder. C'est parti pour la chronique de CB News, la chronique de Frédéric Roy. BFM Business, Hebdocom, la chronique média. Frédéric, on parle de boîte aux lettres aujourd'hui. Oui, on parle de boîte aux lettres, pas d'email, mais de la bonne vieille boîte aux lettres physique, celle dans laquelle le facteur met de moins en moins de courrier, contrairement au colporteur qui, lui, met de plus en plus de pubs. Enfin, plus pour longtemps, parce que depuis septembre dernier, un nouveau dispositif est testé dans 15 communes et communautés de communes françaises. Ça s'appelle WePub, et du nom du logo qu'on peut coller sur sa boîte aux lettres, faute de quoi il est interdit d'y enfourner des prospectus. Cette expérimentation va durer 3 ans. Elle a été lancée par le ministère de la Transition écologique. Le but est évidemment d'éviter le gaspillage et de mesurer les conséquences économiques, politiques et sociales que cette décision pourrait avoir. Et alors 8 mois après, est-ce qu'on a quelques indications ? Alors on commence à en avoir parce qu'il y a l'agence Cospirit qui a commandé une étude sur ce sujet qui, vous en doutez, agite beaucoup le monde de la grande distribution, des agences, tous les gens concernés et bien sûr des consommateurs. Enfin, pour ces derniers, c'est un peu moins vrai parce que l'enquête montre que 54% des personnes qui habitent en zone WePub ne sont pas au courant. Donc, c'est le cas par exemple à Bordeaux. Résultat, à Bordeaux, justement, il n'y a que 5% d'apposement des autocollants WePub sur les boîtes. En revanche, lorsque les consommateurs sont informés des dispositifs, ce taux monte à 53%. Donc les consommateurs veulent recevoir de la pub dans leur boîte aux lettres. Pas tous. Loin de là. Une autre étude de 2020 montrait que près de la moitié des Français jetaient systématiquement les prospectus de papier sans les lire. Ça fait quand même beaucoup. Mais il est vrai que ceux qui collent ou sont prêts à coller le WePub sont nettement moins enclins, sont plus enclins, à les garder. Pourquoi ? Parce qu'il y a des promos et quand c'est temps d'inflation, les bonnes affaires sont peut-être cachées dans la boîte aux lettres. Donc merci, l'inflation pour les pubs en boîte aux lettres, pour les prospectus. Merci Frédéric Roy, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, mais surtout en replay sur toutes nos plateformes et sur les réseaux sociaux. Très bon week-end sur BFM Business. Hebdocom sur BFM Business.